Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai le très grand plaisir de recevoir Robin Faro. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes gambiste, on dit violiste, gambiste, on a le choix des deux. Il me semble qu'à l'époque, on utilise le terme un peu long de joueur de viol de gambe. Et aujourd'hui, violiste, c'est imposé. Et gambiste, un néologisme du XXe siècle qui convient aussi. Vous êtes venu directement à la viole de gambe, vous êtes passé par le violoncelle ou d'autres instruments Je fais partie de cette génération assez récente qui a eu la possibilité de connaître la musique par la viole de gambe. C'est mon cas. Il y a d'autres, j'ai pas mal de collègues de mon âge ou légèrement plus âgés qui ont aussi eu cette chance, mais c'est vrai que ça n'existait pas en 1960, cette possibilité. Je l'ai eu. Mais donc c'est votre premier instrument, la viole de gambe ? C'est mon premier instrument, oui. Mais c'est quoi, c'était une passion d'enfance C'est le hasard, parce que mon père en jouait à la maison. J'étais dans une famille de musiciens. Il y a un environnement particulier. Oui, mais j'associe ça vraiment au hasard parce que il se trouve que mes parents sont mélomanes, pratiquent la musique en amateur et même un peu plus qu'en amateur finalement, parce que, en tout cas, ils n'hésitent pas à s'exhiber avec la musique quand ils sont jeunes. Donc ça fait vraiment partie de leur vie, même si c'est pas leur métier. Et il se trouve que dans leur pérégrination, ils découvrent la viole de gambe dans un festival de musique folklorique. Et que c'est comme ça que mon père se met à en faire à la fin des années 80, un peu avant ma naissance. Donc c'est un son que vous avez toujours connu en fait. Pardon ? C'est un son que vous avez toujours connu, la oui. viole de gambe, partie de votre environnement. Vous n'avez pas songé après à faire un instrument plus contemporain non, ça a toujours été en vous. Alors j'ai commencé du coup aussi assez tôt, malheureusement en autodidacte, ce qui fait que j'ai des vraies capacités avec, mais ça reste, puis c'est pas mon instrument principal, donc j'ai pas pu développer toutes les capacités que j'aurais aimé développer, mais je fais aussi de la guitare depuis mon adolescence, assez jeune, hein, je pense 12 ans. Donc la guitare folk, j'ai commencé au Mediator, puis ensuite la guitare classique au doigt. J'ai développé des techniques comme le picking en m'abreuvant de musique de Marcel Dady. Et puis plus récemment, je me suis mis au luth renaissance. Et j'ai oublié un instrument aussi que je fais en dehors de la viole de gambe, c'est le chant. Également en amateur comme la guitare, mais qui m'a mené dans plein de domaines musicaux différents. Et donc justement, là aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour évoquer un disque qui vient de paraître pour le label Paraty, Blessed Echoes, veuillez excuser mon anglais façon inspecteur Clouseau, donc des chants, des luth songs de l'époque d'Élisabeth Ier, enfin à cheval entre Élisabeth Ier, dont j'apprends en lisant le texte passionnant qui accompagne ce disque que vous avez écrit, Robin Faro, qu'elle est morte en 1603. Il lui a succédé Jacques Ier. Et donc, c'est à cheval sur ces deux époques, l'époque élisabéthaine et puis cette époque Jacques Ier. Donc, vous êtes auprès de votre ensemble, près de votre oreille, un fort beau titre. Et donc, c'est un itinéraire. Alors, il y a des œuvres pour voix et différents instruments. On va en parler. Et puis, il y a des œuvres aussi... j'allais dire de musique pure, le mot est totalement impropre, mais justement purement instrumentaux qui se mêlent au long de cet itinéraire. Donc cette musique anglaise, vous dites dans le texte qui accompagne ce disque que vous avez fait une recherche, il y avait 100 œuvres que vous avez à peu près, une centaine d'œuvres que vous avez découvertes et vous avez fait une sélection à près d'une vingtaine d'œuvres. Oui, j'ai découvert ce répertoire de chansons avec luth un peu par hasard, parce qu'il se trouve que certains compositeurs anglais de cette époque, certains violistes de cette époque, prétendaient qu'on pouvait faire avec la viole de gambe tout ce qu'on peut faire avec le luth. C'était le cas notamment d'un certain Tobias Hume, qui est au centre du premier disque de l'ensemble, qui s'appelle Come Sorrow, qui lui était vraiment consacré au rôle de la viole de gambe dans ce répertoire de chansons. Car on a quelques témoignages de parties écrites, élaborées, et donc qui ne sont pas laissées à l'appréciation de l'interprète, mais vraiment pensées par le compositeur dans certaines éditions. Elles sont assez rares en comparaison, c'est ce que j'ai découvert à ce moment-là, dans la préparation de ce premier disque,
assez rare en comparaison de ce qui existe pour le luth. Le luth est vraiment un instrument, je dirais, maître pour l'accompagnement de la voix, et puis même au-delà, je pense pour la conception de la musique tout au long du XVIe siècle, le luth a une capacité polyphonique plus développée que la viole de gambe grâce à son jeu au doigt et à son manche aplati qui permet plus d'accessibilité à tout ce qui concerne l'horizontalité des voix, alors qu'avec le manche arrondi de la viole de gambe et l'archet, on est vite tenté de se diriger vers la monodie comme une flûte ou bien comme une voix. Voilà, pour ce qui concerne je dirais la géographie de la musique, le luth est quand même plus élaboré, et par le biais de ces interprètes qui prétendaient que la viole de gambe pouvait faire ce que faisait le luth, j'ai découvert ce répertoire de luth, et quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur, en effet, je pense, au moins 20 recueils de chansons avec luth. Ce qui est très intéressant, ce qui est très novateur à l'époque, puisqu'on publie donc des recueils de chansons où la partie de luth est complètement écrite, ce qui pour un amateur de musique est fort pratique. On n'a pas besoin de composer ses propres musiques, on peut simplement lire celles des autres, et c'est probablement ce côté pratique qui encourage la commercialisation de beaucoup de recueils, puisque beaucoup de compositeurs, je pourrais citer ceux de ce disque, mais il y en a aussi en dehors de ce disque, qui n'ont pas eu la chance de parvenir à ma sélection. Mais c'est vrai que je ne sais pas combien d'œuvres j'ai déchiffrées. À l'époque, je n'avais pas de luth Renaissance, j'avais une guitare que je désaccordais en luth pour pouvoir déchiffrer ces partitions. Et je pense que j'ai bien dû déchiffrer une centaine de chansons, voire plus. Alors, un des compositeurs principaux, si je puis m'exprimer ainsi, puis le plus connu pour moi, c'est John Dowland, dont vous dites que c'est le premier à avoir composé ces luth songs, enfin le premier dont on a pu retrouver un recueil en 1597 de luth songs. C'est vraiment une musique merveilleuse. Il y a aussi, pour moi, il y a des sommets émotionnels dans ce disque, notamment une œuvre de Thomas Ford. Alors, je vais très très mal prononcer, Not Full 12 Years, je ne sais pas comment on dit, Twice Told, une œuvre vraiment magnifique. Tout était écrit dans cette œuvre au niveau de l'instrumentation Ah oui, alors là pour le coup, on a simplement eu, on a fait l'affront à Thomas Ford de simplement retirer un élément de sa pièce qui est le luth. Et on a laissé les 4 voix seules, puisque ces chansons, donc dans tous ces recueils que j'ai eu la chance de parcourir, on a donc une préface qui donne un peu le cadre. Alors on peut jouer ces pièces avec 1, 2, 3, 4 voix, parfois 5. La viole de gambe, l'orphérion, le luth. Seul le luth, comme je disais, parfois la viole de gambe possède des parties écrites. Mais voilà, on a toujours une tablature de luth et le nombre de voix qu'a décidé de choisir le compositeur. On est toujours dans une musique polyphonique qui est au moins penser à 4 voix. Donc soit le compositeur décide de tout laisser au luth et à une voix, soit le compositeur décide de retranscrire toute sa pensée horizontale et contrapuntique, polyphonique, à plusieurs voix. C'est le cas dans Not Full 12 Years Twice Told, où Thomas Ford a décidé d'en faire une chanson à 4 voix, et même, je dirais plus, un madrigal dans cette pièce qui est très horizontale, et voilà, qui se rapproche beaucoup du madrigal italien. Et donc pour 4 voix et luth. Or, les 4 voix ne font que transcrire ce que fait le luth et vice-versa. Donc il n'était pas absurde de retirer les luth et d'en faire un madrigal à 4 voix a cappella. Et c'est vrai que c'est un... Je sais pas si... Alors le texte est très beau, il est très poétique. Je sais pas si c'est le plus beau du disque. En tout cas, c'est probablement un des plus tristes, puisqu'il s'agit de la mort... trop récente d'une personne qui n'a pas réussi à compter 2 fois 12 années, et dont on peut penser avec un petit calcul mathématique qu'elle est morte avant 24 ans. Et alors vous dites toujours dans ce texte que ces musiques, elles sont parfois sur des textes de grands auteurs comme Shakespeare bien sûr, et puis parfois ce sont les musiciens eux-mêmes qui écrivent les paroles de leur musique. Mais vous les avez trouvées où ces partitions, cette centaine de partitions, elles sont facilement accessibles? Oui, en fait, ce qui est
D'ailleurs, c'est ma paresse musicologique n'étant pas scientifique de la musique, mais plutôt interprète, c'est-à-dire que je me consacre au spectacle, dont fait partie le disque, puisque le disque est censé aussi retranscrire le spectacle dans un enregistrement sonore. Qui était donné à Vézelay, je crois, qui a été créé. Ça a été créé, la toute première date de ce programme, c'était à Vézelay, en effet. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui. Vous disiez que vous n'aviez pas justement une vocation musicologique, mais surtout interprétative, Robin Faro. Donc oui, en effet, j'ai parcouru beaucoup de pièces, mais ce qui se passe, c'est que la plupart des musiques que je découvrais ont été éditées du vivant des compositeurs. Et on s'aperçoit, lorsqu'on cherche un peu de musique, que celle qui a été éditée à l'époque est bien plus facile d'accès que celle qui ne l'a pas été, car celle qui ne l'a pas été demeure à l'état de manuscrits, qui sont du coup plus fragiles, qui font l'objet de moins de reproductions, alors que les éditions sont reproduites, on a plus de matériel, c'est plus facile de les consulter, c'est aussi plus facile pour les éditeurs contemporains d'en trouver la matière pour une édition contemporaine. Donc j'ai cette chance, et ce qui est génial avec le répertoire de chansons tout au long de la Renaissance du XVIe siècle et du XVIIe, c'est qu'il s'est souvent édité. Là, en ce moment, je m'intéresse beaucoup j'aspire à la création d'un programme autour de la chanson française du début du XVIe siècle, une grande anthologie de ce qui sera pour moi les plus belles chansons de Jeannequin à Claudin de Sermizy, Josquin ou Pierre Sandrin, et je me confronte à la même situation, c'est-à-dire que ce sont des chansons qui ont du coup une envergure populaire, et elles sont relativement faciles d'accès. Il y en a qui sont du coup rééditées aujourd'hui, il y en a qui sont disponibles en libre accès sur internet, et il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais il suffit d'écrire aux bibliothèques qui sont d'accord parfois pour envoyer des reproductions. Ça m'est arrivé, et encore une fois, c'est plus facile d'obtenir une reproduction non éditée d'une édition préexistante que d'un manuscrit qui peut être plus difficile à aller scanner. Robin Faro, on n'a pas parlé des musiciens qui sont avec vous sur ce CD. Alors Thibaut Roussel au luth Renaissance et Sistre, Ronan Khalil au virginal, Marion Martineau à la viole de gambe. Vous, bien sûr, à la viole de gambe, et vous dirigez l'ensemble. Anaïs Bertrand, mezzo-soprano, Paul Figuier, contre-ténor, Antonin Ronde-Pierre, ténor, et Nicolas, alors je sais pas, j'ai peur de mal prononcer, Broymans à la base. Broumans. Bon, voilà. Et puis alors au niveau des instruments, alors vous jouez d'une basse de viole de gambe à 6 cordes fabriquée par Judith Kraft. C'est une des grandes luthières de la viole de gambe, Judith Kraft. Tout on à voit fait. son nom apparaître beaucoup. Tout à fait. Judith fait partie de ces personnes qui ont permis d'inscrire la beauté de la lutherie contemporaine dans nos années présentes. Et j'ai la chance d'avoir 2 violes de gambe de Judith, dont une viole de gambe à 6 cordes de type parfaitement anglais, début XVIIe siècle, qui me permet d'explorer le répertoire de Outre-Manche. Oui, mais alors ce sont des instruments qui n'ont pas été fabriqués pendant des dizaines d'années, voire centaines d'années, ces violes de gambe. Donc comment elle a pu retrouver, Judith Kraft, l'art de la lutherie, de cette instrumentation Judith, elle s'inscrit dans un mouvement très vaste dont je ne vous apprends pas l'existence, autour de l'art découverte de la musique ancienne, qui apparaît en fait très tôt après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a dû avoir des prédécesseurs. Elle en a eu. Elle a eu notamment Monsieur Prunier, avec qui elle travaillait, qui je crois lui a probablement appris la lutherie sur la viole de gambe. Et on a la chance quand même avec la viole d'avoir comme ce ne sont pas des instruments qui datent de l'Antiquité grecque, on a quand même des vestiges en bon état qu'on peut consulter, dont on peut réaliser des plans et les copier. Alors il y a un autre instrument dont on n'a pas parlé, alors ça c'est plus énigmatique, c'est la lyre-viole. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, Robin Faro ? Oui, la lyre à viole, il y a une petite ambiguïté qui entoure cette dénomination. On joue des violes de gambe qui ont la fonction dans ce disque de lyre à viole. Je m'explique, la lyre à viole, c'est 2 choses. C'est soit une expérience organologique
sur des viols de gamme qui consistaient en gros à ajouter des cordes sympathiques à viol de gamme, ce qui existe sur plein d'instruments à cordes, hein. Les viols d'amour à l'époque de Bach, et puis le baryton chez Haydn. On a plein d'instruments de ce type. Mais c'est aussi simplement, et c'est là où il y a une ambiguïté, on ne sait pas très bien à la base si c'est plutôt un instrument ou plutôt un type de jeu, mais c'est aussi simplement un abus de langage pour parler de la scordature qui est une pratique très 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 courante tout le long du XVIIe et même du XVIe siècle, qui consiste simplement à désaccorder son instrument au bénéfice de telle ou telle composition et de telle ou telle résonance. Donc moi j'ai plutôt retenu ce concept de scordature, de réaccord de l'instrument, et on a donc pris des viols à 6 cordes standards accordés dans un autre accord que celui vraiment préconisé pour la viole de gamme. Et alors il y a un autre instrument qui est joué par Thibaut Roussel, c'est le sistre. Alors ça aussi c'est un instrument dont on n'a pas l'habitude, nous, de lire le nom. C'est une très, très belle sonorité, mais alors... oui, le sistre qui est joué de manière un peu particulière dans ce disque, qui est joué au plectre. Je le précise parce que c'est un instrument à cordes métalliques qui donne l'impression d'entendre une guitare folk. Mais pour être tout à fait honnête, je préfère quand même préciser que c'est un instrument qui a été utilisé par des compositeurs pour une écriture tout à fait savante. Le plectre n'étant pas contraire à ce qui peut être savant ou non, mais simplement qui ne permet pas tout un développement polyphonique. Or, Anthony Holborn a publié tout un recueil de pièces pour le sistre où je pense, vaut mieux jouer au doigt, puisqu'il s'agit de jouer sur un instrument à cordes métalliques avec des chœurs de 3 cordes. C'est un instrument assez compliqué à accorder d'ailleurs. Des fantaisies fort difficiles. Donc c'est un instrument qui a eu une belle vie tout au long du XVIe, qui a été utilisé un peu partout. Il existe de la musique franco-flamande pour cet instrument, qui peut être tantôt diatonique, tantôt chromatique. Et voilà, ici on l'utilise plutôt dans un rôle diatonique, accompagnant au plectre. Et c'est un très bel instrument. Robin Farreau parlait de la difficulté d'accorder cet instrument, mais quand on assiste justement à des concerts de musique ancienne avec des instrumentistes tels que vous passez un temps fou à vous accorder. C'est toujours très impressionnant au concert. Et ça a l'air très difficile et très long d'accorder tous ces instruments. Alors, je vous rassure, c'est pas très difficile, mais c'est vrai que c'est long et on utilise des factures qui copient celles anciennes. Et voilà, au XVIIe siècle, tout n'est pas pensé pour la rapidité, pour l'efficacité. Et les instruments du XVIIe sont moins efficaces que ceux construits après 1945. Et ils ont besoin d'un peu plus de temps, notamment pour l'accord. Et c'est dû aussi aux matériaux utilisés. Le boyau est très sensible. Alors c'est long à accorder, mais la contrepartie, c'est que ça offre une sensibilité supplémentaire dans le son. Alors, en couverture de ce disque Blessed Echoes pour le label Parati, par votre ensemble Près de votre oreille, Robin Farreau, on voit, alors la couverture principale, on voit un enfant qui tient la main d'une femme. À l'intérieur du disque, on voit cette femme qui tient cet enfant. Alors vous dites grand-mère, on ne sait pas si c'est la mère ou la grand-mère. En tout cas, il y a l'idée de transmission dans ce disque, dont vous dites qu'elle est très importante pour vous. Vous parlez de vos parents, justement, qui sont des musiciens. Oui, après, du coup, je vais essayer d'être honnête une nouvelle fois. Et tout ce concept, tout ce concept un peu... peut-être un peu prétentieux, c'est aussi décider, à défaut de pouvoir vraiment faire autre chose. J'en suis très heureux de ce concept, mais disons qu'il n'est pas venu à moi comme par une puissance artistique divine, mais plutôt pour faire autrement, car je trouve qu'en musique classique, on a une malheureuse tendance à exhiber la tête des artistes un peu trop souvent, ce qui nuit un peu au projet. Il y a beaucoup de disques, même en musique classique auparavant, en pop également, qui étaient pensés jusqu'à la couverture. Je pense à
Dark Side of the Moon des Pink Floyd, on a ce prisme éclairé qui est très beau. En pop, c'est très 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 courant d'aller voilà, terminer son projet discographique jusqu'à imaginer la couverture. Ça se perd un peu en musique classique aujourd'hui. Je trouve que c'est absolument dommage. Et voilà, donc j'ai donc cherché ce que je pouvais faire un peu à mon petit niveau pour proposer autre chose. Et en fait, concrètement, en musique classique, on n'a pas non plus énormément de moyens. Enfin, en tout cas, je n'ai pas énormément de moyens. Donc, je suis allé faire avec les moyens du bord. J'ai demandé à ma mère de faire une séance photo avec ma fille. Je trouvais ça beau. En plus, ce sont deux femmes. Une petite et une moins petite. Elles ont 70 ans d'écart. Et il se trouve fait que jeune de dos, votre mère. Elle fait très jeune, ouais. Elle est très bien conservée, elle a cette chance. Ouais, non, je me perds. Non, mais c'est une belle image, Robin Faro. Mais c'est vrai qu'à la base, le projet, en revanche, c'est appelé tout de suite Blessed Echo. Ce sont deux petits mots que j'ai extraits d'un poème. De Robert Jones. Ce ne sont pas des mots que j'ai inventés, les échos bénis. Et c'est vrai que les échos bénis, ça me semblait bien en accord avec l'enfance et la transmission. Du coup, j'ai trouvé un lien entre cette idée graphique, esthétique et le nom du projet qui date en fait de 2019. Ah, j'allais dire 2018. Oui, par là. Alors, Robin Faro, justement, ça s'ouvre par une œuvre de Alfonso Ferrabosco. On parlait de John Dowland. Il y a multiples compositeurs dont j'ignorais le nom avant d'écouter votre disque magnifique. Philippe Rossetter. Et puis, alors il y a Thomas Ford qui a une place essentielle. Et tous ces compositeurs, nous, aujourd'hui, on retient principalement le nom de John Dowland. C'était des compositeurs qui étaient connus à l'époque Bah oui, Alfonso Ferrabosco, c'était un musicien qui travaillait à la cour. Ce n'est pas le cas de cette pièce, Like Hermit Poe, mais Ferrabosco a mis en musique des textes de Ben Jonson dans son seul et unique livre de chansons. On peut trouver des textes de Ben Jonson, qui est un dramaturge un peu moins connu aujourd'hui que Shakespeare, mais quand qui, même, oui, on joue encore certaines œuvres, qui est quand même dans la grande école dramaturgique théâtrale de l'Angleterre élisabéthaine. Il était au service de la reine Élisabeth I et ensuite probablement de Jacques Ier. Et on a des. Je me rappelle plus de la question. C'était sur ce compositeur Ferrabosco. Oui, donc il y a plein de compositeurs. Non, tout ça pour dire que Ferrabosco était par exemple très connu. C'est pour voir si je suis. Non, j'étais vrai. En fait, il y a tellement de sous-couches dans la création de ce projet. Il y a aussi des points sur lesquels je manque d'informations, puisque je suis ni historien ni musicologue. Donc parfois je me perds également dans ce que j'aimerais savoir en plus dans mes réponses. Mais oui, il y a des compositeurs qui étaient très connus. Ferrabosco l'était. Et puis Thomas Campion est un compositeur, je crois, qui a écrit des masques de cour également. On a beaucoup de compositeurs qui travaillent à la cour, luthistes de la cour, dont ne fait pas partie John Dowland d'ailleurs avant la toute fin de sa vie. Donc oui, on a affaire à tout un réseau de musiciens qui en fait étaient assez connus en Angleterre, sachant d'ailleurs que Dowland a passé la plus grande partie de sa vie ailleurs qu'en Angleterre, puisqu'il cherchait un poste de luthiste qu'il n'a eu, je me rappelle jamais s'il ne l'a jamais eu ou bien s'il l'a eu que à toute fin de sa vie. Je crois que c'est cette deuxième option qui est la bonne. Mais du coup voilà, l'Angleterre disposait de plein d'autres compositeurs qui étaient bien plus en vue que lui et qui sont présents aujourd'hui dans ce disque. Et alors, au niveau des partitions, vous parlez de la centaine de partitions que vous avez déchiffrées avant d'en sélectionner une vingtaine pour ce disque. Qu'est-ce qui est écrit au niveau tempo, indication, nuances? C'est vous qui recréez à partir de votre expérience et de ce que vous savez de ces musiques Oui, ça c'est assez chouette en musique ancienne, parce que le tempo est, en tout cas à cette époque-là, jamais écrit. Plus tard, il n'y a aucune indication à ce niveau-là, non. Pour avoir des indications de tempo, finalement, il faut attendre l'arrivée de la sonate avec les noms italiens adagio, lento qui donnent une indication. Mais bon, à cette époque-là, on n'a pas d'indication particulière de tempo, donc ça laisse pas mal de liberté à l'interprète.
C'est par rapport au poème, par exemple, si c'est un poème triste ou grivois, parfois vous dites qu'il y a des poèmes grivois. Oui, on se laisse aller un peu à son interprétation. Ça donne aussi plus de variété dans les interprétations. Je pense que lorsqu'il s'agit d'interpréter un lied de Schubert ou bien une partition de Debussy où absolument tout est écrit à outrance. Donc là, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont laissées à l'appréciation de l'interprète, à défaut d'avoir les informations du compositeur. En revanche, pour ce qui est de la formation, on a quand même suivi scrupuleusement ce qui était préconisé, à savoir interpréter des chansons avec luth. J'ai pris simplement la liberté de transcrire dans certains cas la partie de luth pour d'autres instruments, en l'occurrence les lyravioles. C'est le cas de la toute première pièce du disque, Like Hermit Paul, qui est en fait une chanson avec luth, elle aussi, pour luth et une voix, et que j'ai arrangé pour 2 lyravioles et voix. Voilà, avec une approche d'écriture très rigoureuse. Voilà, je ne me suis pas laissé aller à des réarrangements de l'écriture. J'ai vraiment fait une retransposition de ce qui était écrit au luth pour les viols. Robin Faro, c'est intéressant votre inconscient là, qui a parlé en parlant de Debussy, en disant qu'il est parfois écrit à outrance. Alors peut-être c'est l'expression qui était allée trop loin, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a des compositeurs comme Debussy, Ravel ou d'autres compositeurs plus contemporains qui ont une extrême précision. En même temps, il y a quand même une liberté pour l'interprète. Oui, en fait, alors donc moi j'ai commencé, comme on le disait auparavant, la musique par la viole de gamme. Donc malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de jouer du Debussy. En dehors de 2 pièces que j'ai transcrites, un prélude pour piano et puis L'âme évaporée, une mélodie que j'ai récemment transcrite pour viole de gambe et voix et que j'ai enregistrée en janvier. Mais en fait, je me fie à ce que je connais d'une partition que j'ai à la maison, la mer, qui est une grande source d'inspiration dans ma vie de musicien. Et j'ai des amis musiciens qui ont la chance de jouer le violoncelle et la viole d'ailleurs, qui m'ont raconté que interpréter la mer, c'était un peu une tannée. La mer de Debussy, parce qu'il y avait beaucoup d'indications. Et voilà. Bon, après, ça m'arrive moi de rencontrer ça aussi, par exemple, dans une pièce de George Benjamin qui s'appelle Upon Silence. Donc une musique contemporaine. Contemporaine, qui date des années 90, où là il y a aussi beaucoup d'indications. Mais c'est vrai que je connais pas ce problème chez Debussy directement. J'en ai entendu parler. Et je connais en tout cas la liberté qu'il y a même dans les sonates de Bach pour viole de gambe. Donc voilà, nous, en tant qu'interprète des musiques très anciennes, on est assez libérés de ça. Il y a une belle œuvre qui termine ce disque, Réversibilité, un poème de Baudelaire. Ça, c'est une œuvre que vous avez composée justement pour clôturer ce disque. C'est une belle manière de le terminer. Comment vous avez eu l'idée, Robin Faro ? C'est en créant le premier projet de l'ensemble, Come Sorrow, que j'ai eu cette idée. La chanson, comme je le disais aussi tout à l'heure, est quelque chose qui m'accompagne depuis longtemps. D'ailleurs, je suis arrivé à la guitare par la chanson pour réinterpréter des chansons de mes groupes préférés quand j'étais jeune, souvent des groupes anglo-saxons d'ailleurs au départ. Et donc j'ai ensuite, un peu plus tard à l'adolescence, pris le virage de la chanson française. Et je me suis mis, dans un premier temps, à écrire des poèmes, puis lorsque je me suis rendu compte que j'écrivais mal, à mettre en musique ceux de grands auteurs ou grandes autrices, comme ça m'est arrivé avec un poème d'André Chédid absolument magnifique. Je fonce vers l'horizon. Et voilà, j'ai fait ça toute ma vingtaine. Et ça coexistait vraiment, c'était très présent dans ma vie. Donc quand Comme Sorrow est arrivé, on a terminé ce disque par un poème d'Apollinaire que j'avais mis en musique pour 3 voix et guitare. Et puis on était dans le confinement quand j'étais en train de préparer l'enregistrement de Blessed Echoes. Et je me disais que ça serait quand même bien de faire la même chose. Donc j'ai terminé une pièce que j'avais commencée un peu avant, sur un poème de Baudelaire. Ça m'a pris beaucoup de temps, c'est la première fois que j'écrivais pour 4 voix. Et voilà, d'ailleurs aujourd'hui j'ai du mal à composer, je manque de temps. Ça me rend triste parfois, j'aspire à retrouver... alors c'est très dur de dire ça parce que beaucoup de gens ici ont eu un confinement très difficile, c'est pas mon cas. Et c'est vrai que j'ai eu un accès à l'éveil artistique, l'éveil tout court, assez spectaculaire pendant le confinement. Et
dont on a grand besoin dans la société d'aujourd'hui. C'est pas d'ailleurs ce qui nous est proposé avec le recul de l'âge de départ à la retraite en ce qui concerne mon avis. Je ne sais pas pourquoi j'y arrive. On s'éloigne de l'Angleterre. Mais en tout cas, c'est une réflexion qu'on retiendra. Robin Faro, mais enfin, de toute façon, vous êtes loin, sans vous faire injure, de toutes ces problématiques pour le moment. Et puis, vous faites quand même un métier que vous aimez. Oui, non, mais c'est vrai que le fait de parler de cette composition, et puis même de la création d'un projet artistique, ne peut se dissocier de l'éveil artistique. Et l'éveil artistique est vraiment quelque chose qui nécessite du temps, beaucoup de temps. Et c'est même un rapport au temps différent. On ne crée pas ni une pièce, ni un programme lorsqu'on est pressé par le temps, par l'horloge qui tourne. On a besoin de s'évader, on a besoin d'arrêter un peu le temps. Et c'est difficile dans la société d'aujourd'hui. Je me bats tous les jours pour créer mes programmes, pour pousser les murs, pour arrêter un peu les horloges, les aiguilles de l'horloge qui tournent. Sinon, on n'y arrive pas. C'est pour ça que je parle de ça très naïvement. Je n'ai pas la prétention de connaître les réponses aux maux de la société. Mais voilà, je pense qu'on a besoin d'éveil en tant qu'humain. Et d'ailleurs, la composition et la création de projets le permet. Votre disque participe, je rappelle, alors ce disque Blessed Echoes des songlutes du temps d'Élisabeth Ier et de Jacques Ier, donc le tout début du XVIIe siècle, avec votre ensemble Près de votre oreille, un disque qui vient de paraître pour le label Paraty. Il me reste à vous remercier infiniment, Robin Faro, d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Pour illustrer ces entretiens avec le violiste Robin Faro, je vous propose d'écouter son ensemble Près de votre oreille, interprété des œuvres de Thomas Ford, John Dowland, Alfonso Ferrabosco, et également une œuvre Réversibilité, une chanson de Robin Faro sur un poème de Charles Baudelaire. Je vous souhaite une belle écoute de ces œuvres. Bonne fin de soirée sur RCJ. Free.